conférence. Bonjour, c'est Dr Lakabi, assistant à l'EHS Behit Assadit. Donc je remplace professeur Abrousse qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc on va faire aujourd'hui un thème assez important en sénologie, c'est les tumeurs bénignes du sein. Donc en sénologie, c'est un motif de consultation fréquent et il englobe un petit peu toutes les pathologies bénignes que peut rencontrer en sénologie. Donc c'est un ensemble hétérogène regroupant plusieurs entités. Très bien. La fréquence augmente du fait du développement de l'imagerie, donc de plus en plus de femmes qui font des mammographies dans un but de dépistage, donc on rencontre de plus en plus de pathologies bénignes. Alors, l'intérêt de cette question, c'est d'abord d'éliminer une tumeur maligne, pouvoir éliminer avec formalité une tumeur maligne, et d'identifier les tumeurs bénignes à risque d'évolution vers un cancer. Donc les pièges ici à éviter, c'est de ne pas être trop rassurant, c'est-à-dire ne pas sous-explorer une masse du sein, et au contraire aussi, dans l'inverse, ne pas multiplier plusieurs examens inutiles. On va voir un petit peu un rappel anatomique. Donc on a la glande donc, qui est constituée de lobules, donc qui seront reliés au mamelon par un système de canaux. Autour de la glande, on a du tissu adipeux et du tissu conjonctif. Ici, on va voir un petit peu l'unité fonctionnelle du sein. On a l'alvéole, qui correspond à la synie, entouré d'un tissu conjonctif, relié au mamelon par un système de canalisation, donc c'est un canal intralobulaire, qui va se continuer par le canal interlobulaire, puis les canaux galactophoriques de moyen et de gros calibre, pour aboutir au mamelon. Alors, pour toutes les tumeurs du sein, donc, que ce soit tumeur bénigne ou tumeur maligne, la stratégie diagnostique c'est la même, donc elle doit reposer sur le tripier, donc le tripier qui doit être concordant pour les tumeurs bénignes. Donc on commencera par la clinique, l'examen clinique qui doit nous orienter vers la bénignité. La radiologie, ce sera soit de l'échographie, soit de la mammographie. L'échographie, elle est intéressante chez la femme jeune, qui a des seins denses, donc la mammographie ne sera pas d'un grand apport chez ce genre de patiente, et on devra finir par de l'anapathe, soit de la cytologie ou de l'histologie. Donc pour toutes les tumeurs bénignes du sein, on devra réaliser ce tripier qui va nous permettre d'affirmer est-ce que c'est une tumeur bénigne ou c'est une tumeur maligne. Donc on ne pourra pas se contenter de la clinique seule ou de la radiologie seule. Alors, je vais vous faire un petit peu cette classification. C'est la classification ACR, c'est American College of Radiology. Donc, c'est une classification mammographique qui va, donc le radiologue qui va faire la mammographie va nous classer ce qu'il retrouve comme tumeur. Soit, il va la classer ACR 0. Donc, ici, le radiologue n'arrive pas à trancher. Un complément d'investigation est nécessaire. L'ACR 1, c'est une mammographie tout à fait normale. ACR 2, ici pour le radiologue, c'est une mammographie en rapport avec une tumeur bénigne, donc ne nécessite pas une surveillance particulière ni une exploration complémentaire. L'ACR 3, c'est des anomalies qui sont probablement bénignes, mais qui nécessitent un complément d'exploration essentiellement histologique ou cytologique. ACR4, c'est des anomalies suspectes de malignité. Là, ici, une histologie s'impose. L'ACR5, donc ici pour le radiologue, c'est pratiquement sûr que c'est un cancer du sein. Il faudra confirmer par une histologie. L'ACR6, c'est un cancer qui a été prouvé préalablement pour le radiologue avec une cytoponction ou une microbiopsie qui revient en faveur d'un cancer du sein. Donc ici, c'est un cancer prouvé. Donc voilà ce que vous aurez dans le résultat de la mammographie. Ça va permettre un petit peu d'orienter votre
conduite à tenir. Donc quand on est jusqu'à ACR3, on est rassuré, c'est du bénin. Pour la CR3, on va juste confirmer par une cytologie ou une histologie. Pour la CR4 et 5, là on est probablement dans du malin, et là ça sera une autre prise en charge, ce sera de l'oncologie. On va voir les différentes tumeurs bénignes du sein. On va commencer par les mastopathies fibrokystiques. On va voir aussi les adénofibromes, les tumeurs phyllodes, les amartomes et les cystes stéatonécroses. On va commencer par les mastopathies fibrokystiques. Donc, c'est une association de plusieurs éléments en proportion variable. Donc, on aura des kystes qui va correspondre à la dilatation des acinis. On aura une hyperplasie épithéliale de type canalaire qui sera soit simple, soit atypique. Quand c'est atypique, ici, ça va constituer un facteur de risque du cancer du sein. Il faudra être attentif à ça. On aura aussi de l'adénose, donc avec augmentation de la taille et du nombre des lobules. Donc c'est un ensemble hétérogène qui va constituer ce qu'on appelle la mastopathie fibrokystique, ce qu'on appelle cliniquement la mastose, donc un sein mastosique. Alors, on va voir un petit peu de physiopathologie des mastopathies fibrokystiques. Ici, on aura une hyperostrogénie, donc la physiopathologie expliquée par une hyperostrogénie, soit vraie, soit relative. Donc une stimulation prolongée aux oestrogènes va être responsable de la fibrose et l'apparition de kystes. L'hyperostrogénie, elle est responsable d'une augmentation de la perméabilité capillaire qui va provoquer ces douleurs mammaires, c'est les mastodénies, qui seront essentiellement prémenstruelles. Alors, avec le temps, donc l'œdème chronique va provoquer une irritation nerveuse sensitive qui sera responsable des mastopathies prolongées, c'est-à-dire des douleurs mammaires permanentes. La clinique, donc on a des mastopathies, des mastodénies, cycliques ou non, elles sont bilatérales, essentiellement dans les quadrants supéro-externes. L'examen sera réalisé idéalement en période postmenstruelle. Alors, on aura cet aspect assez typique, c'est les seins qui sera induré, donc dur à la palpation. On aura cet aspect de mastose. On peut aussi avoir un écoulement mamelonnaire, des adénopathies axillaires. Les examens complémentaires, la mammographie, elle est difficile. Elle peut montrer donc des opacités kystiques, rendre régulières avec un liseré de sécurité. Un placard de fibrose, ce sera de large opacité taillée à la serpe. Des microcalcifications arrondies réparties en rosace. Ici, l'échographie pourra suffire pour ce genre de malade, pourra suffire, ce ne sera pas nécessaire d'aller faire la mammographie, parce que la mammographie sera déjà d'interprétation difficile. Donc l'échographie va permettre de nous faire le diagnostic et elle va bien visualiser les kystes. Ici, on complétera par une cytologie, ça va suffire la cytologie, ça va permettre de confirmer le diagnostic. Voilà un petit peu une image échographique de mastopathie fibrokystique. Là on visualise l'image d'un kyste à l'intérieur de la glande. Ici, c'est une image mammographique. Voilà la mastopathie fibrokystique avec un kyste assez volumineux en son sein. Le traitement, d'abord, il faudra rassurer. C'est bénin, il faudra rassurer vos patients parce que c'est des patientes qui sont stressées, elles ont en arrière-pensée le cancer du sein. Il faudra commencer par les rassurer. Une bonne hygiène, donc diminuer les excitants, une perte de poids, un bon soutien-gorge. Le traitement, ici, ça sera des traitements anti-oestrogéniques, soit des progestatifs anti-oestrogéniques du 16e au 25e jour du cycle. On peut proposer aussi un traitement local, ce sera le progestogel, donc une application par jour sur les deux seins du 16e au 25e jour. Il faudra privilégier cette deuxième phase, donc la prescription de progestatifs en deuxième phase, parce que la prescription durant tout le cycle pourra avoir des, comment dirais-je, donc il y aura une perte du volume mammaire qui peut être gênante pour la patiente. La contraception, elle est possible en début de la maladie fibrokystique. Il faudra donner une contraception avec un dosage en éthynyle ostradiol faible.
Aussi, on pourra proposer des cures de vénotonique, donc 20 jours par mois. On va voir maintenant les adénofibromes. C'est une des pathologies les plus fréquentes, tumeurs bénignes les plus fréquentes du sein. Donc, souvent, c'est des tumeurs d'infection unique. Elles peuvent être multiples. Elle survient chez la femme jeune, entre 20 et 30 ans. Et elle a tous les critères de bénignité. C'est-à-dire, elle est bien imitée, élastique. Elle est mobile par rapport au plan profond et par rapport au plan cutané. C'est un critère important qui va la différencier d'un cancer du sein qui sera soit adhérente au plan profond, soit au plan cutané. Elle est aussi isolée, pas d'adénopathie ni de signes cutanés inflammatoires. Les examens complémentaires qu'on va réaliser, alors à la mammographie, on aura une opacité homogène, à bord régulier refoulant le tissu mammaire voisin. On pourra avoir des macrocalcifications qui vont témoigner d'un adénofibrome vieilli. À l'échographie, on aura une lacune hypoéchogène, régulière, bien limitée. Alors, tous ces critères sinologiques, ça permet de la différencier d'une masse suspecte ou maligne. Donc, bien limitée, homogène, un grand axe parallèle à la peau. Contrairement au cancer du sein, qui a un grand axe perpendiculaire à la peau. Alors, ici, toujours, ce ne serait pas nécessaire d'aller faire une mammographie. Faire simplement une échographie va suffire, surtout qu'on a vu l'âge, c'est des femmes jeunes, c'est pas la peine d'aller les irradier pour rien. On commence par une échographie, on a un doute, on peut compléter par une mammographie. Sinon, ça suffira pour faire le diagnostic. Voilà un petit peu l'aspect d'un adénofibrome. Ça ressemble un petit peu à la structure d'un fibrome utérin. À l'échographie, on aura un nodule qui est hypoéchogène bien limité. Voilà, ici c'est un adénofibrome bilobé, la même chose ici. À la mammographie, voilà, on aura l'aspect de notre adénofibrome qui aura des limites nettes, bien limitées. Il faut savoir que une fois qu'on a fait notre échographie, notre mammographie, on va comparer les diamètres qu'on va retrouver au diamètre clinique. Pour les tumeurs bénignes, on aura les mêmes diamètres. Une tumeur bénigne, si on a une tumeur de 3 cm, on va trouver 3 cm à l'échographie, et à notre examen clinique, on aura la même chose, 3 cm. Contrairement à une masse maligne, si on a le diamètre clinique, il est plus important que le diamètre retrouvé à l'exploration radiologique, du fait, en fait, de l'œdème qui entoure cette tumeur. Conduite à tenir. Alors ici, on va proposer des traitements à base toujours de progestatifs. Mais il faut savoir que le traitement, il est décevant. On ne va pas s'attendre à des miracles en donnant un traitement progestatif. Et ça, je pense qu'il faut l'expliquer à ces patients. Parce que c'est des malades qui sont stressés, à qui on dit que vous avez un nodule. Ils ont peur que ce soit un cancer. Il faut les rassurer et leur dire que le traitement, on va l'instaurer. On ne faut pas s'attendre. En fait, on va agir plus sur le climat d'hyperostrogénie, donc sur l'humastodynie, que sur l'adénofibrome. C'est un traitement qui ne va pas faire disparaître cet adénofibrome. On va proposer des macroprogestatifs du 16e au 25e jour du cycle, ou un traitement local, donc le progestrogène. Est-ce qu'il faut opérer ces adénofibromes ou il ne faut pas les opérer? Généralement, non. Ce n'est pas nécessaire de les opérer, il y a des indications précises. Donc, soit si on a des adénofibromes qui ont une taille supérieure à 30 mm, donc à 3 cm, là c'est une indication à l'opérer. Des adénofibromes avec atypie, on va voir tout à l'heure parce qu'il y a un risque de dégénérescence. L'adénofibrome qui n'a pas fait sa preuve, donc ni histologique, donc on n'arrive pas à avoir une histologie ou une cytologie, donc c'est des adénofibromes qu'il faudra enlever. Le préjudice esthétique, donc voilà, c'est des adénofibromes. On a beaucoup de femmes qui présentent des adénofibromes. Elles se font opérer, de petits adénofibromes, 10 mm, elles se font opérer. Hop, il y a l'apparition d'un autre adénofibrome. Elle va l'opérer aussi. Là, on aura le préjudice esthétique est très important. Donc, c'est une femme qui va être certifiée un petit peu de partout. Donc, on va laisser le traitement chirurgical que pour les adénofibromes qui ont une taille supérieure à 3 cm. En fait, l'évolution des adénofibromes, elle est divisée en 3. Donc, soit il augmente de volume, indépendamment du traitement. Soit il augmente de volume
il atteint le volume de 3 cm, on l'enlève, soit il reste stable, on le respecte, ou il peut diminuer de volume, c'est encore mieux. Si on opte pour donc, le traitement médical, ici, il faudra faire une surveillance clinique annuelle, une fois par an, on va examiner notre patient une fois par an. Si on retrouve une évolution du diamètre de cette tumeur, on va demander une échographie. Alors le risque de dégénération des adénofibromes, il est faible, 1 sur 10 000, c'est l'apanage des adénofibromes complexes avec atypie. C'est pour ça qu'il faudra ce genre d'adénofibromes, il faudra les enlever. On va voir maintenant les tumeurs phyllodes. Donc c'est des tumeurs mixtes fibro-épithéliales comme les adénofibromes. En fait, ils ressemblent beaucoup aux adénofibromes. D'ailleurs, beaucoup sont pris pour des adénofibromes en début d'exploration. Puis l'évolution clinique va nous orienter vers une tumeur phylode. Alors, elle est survenue, elle est plus tardive que les adénofibromes. Elle survient aux alentours de 45 ans. Il est caractérisé par une croissance très rapide. C'est ça qui va attirer notre attention. Donc, en quelques mois, il va prendre pratiquement tout le sein, tout le volume de sein, ou des fois, on peut avoir un sein où on a la tumeur phylode qui va dépasser le volume du sein contralatéral. C'est une tumeur de taille parfois importante avec certaines zones molles qui vont correspondre à des nécroses. Alors, voilà un petit peu l'aspect échographique d'une tumeur phylode. Là, vous voyez qu'on n'arrive même pas à la prendre, dans le cliché ici, on n'arrive pas à prendre toute la tumeur. Ça dépasse la capacité de ce cliché ici. Voilà, c'est une tumeur phylode qui prend pratiquement tout le sein. Les examens complémentaires. Donc à la mammographie, on aura un aspect superposable aux adénofibromes. À l'échographie aussi, donc on aura une masse ovoïde, hypoéchogène. Parfois, on peut retrouver des zones hétérogènes. L'histologie va nous permettre de confirmer le diagnostic et de grader cette tumeur. Donc à l'histologie, donc on a des diagnostics et pronostics. Elle va nous permettre d'apporter le pronostic. Pourquoi? Parce que le 3e grade de la tumeur phylode, on est dans le malin, on est dans le sarcome phylode. Ce grade sera précisé par la fréquence des mitoses, le caractère infiltrant des lésions et les atypies cellulaires. Donc on a les tumeurs phylode de grade 1 et de grade 2. Quand on atteint le grade 3, on est dans le malin, c'est le sarcome phylode. C'est un cancer du sein de mauvais pronostic, car radio-résistant et chimio-résistant. Alors ici, j'ai mis la récidive. La caractéristique de cette tumeur phylode, c'est qu'elle récidive. Donc après un traitement chirurgical, parce que là, le traitement chirurgical s'impose, après un traitement chirurgical bien conduit, elle récidive aussi. Donc un taux de récidive aux alentours de 14% qui sera corrélé au grade. Le traitement ici, ça sera une tumérectomie élargie avec une marge de sécurité de 10 mm. On va essayer de minimiser cette récidive, donc en prenant une bonne marge de sécurité pour le grade 1 et 2. Pour le grade 3, là j'ai dit qu'on bascule dans le malin, ça sera une mastectomie simple. Pourquoi simple? Parce que c'est une tumeur qui n'est pas lymphophile, donc on ne va pas faire un curage axillaire, on se contentera d'une mastectomie simple. Ici, surveillance étroite, clinique, mammographique, échographique pendant au moins 5 ans. L'amartome, on va voir une autre entité, c'est l'amartome, c'est des lésions considérées comme une anomalie du développement du tissu mammaire. Donc, cliniquement, qu'est-ce qu'on aura? On aura une lésion molle, parfois de fort volume, sans signe associé. À la mammographie, l'échographie, on aura des lésions régulières bien limitées, de même aspect et de même tonalité que le reste du sein. En fait, c'est une partie du sein qui va s'organiser, simulant une tumeur. L'anapathe va retrouver le même tissu
que le reste du sein. Donc c'est un sein dans le sein. Ici, nécessite ni surveillance particulière, ni exérèse. Voilà un petit peu une mammographie où on montre, voilà, un amarton. Alors le cytostéatonécrose, c'est une entité qui survient suite à un traumatisme, soit rapportée par la patiente ou méconnue par cette dernière. Donc suite à l'effet de l'ischémie, la graisse va se nécroser et va aboutir à des lésions de cytostéatonécrose. Cliniquement, donc on a dit que c'est une lésion qui apparaît après un traumatisme du sein, soit un accident, soit une intervention sur le sein, soit suite à une radiothérapie. On aura une masse plus ou moins dure, avec possibilité de signes inflammatoires en regard, c'est-à-dire qu'elle peut simuler l'aspect d'une mastite, inflammation du sein, sans avoir les signes péjoratifs d'une mastite carcinomateuse. Donc, ici, le diagnostic repose essentiellement sur la radiologie, qui va nous montrer une opacité mal systématisée, avec des microcalcifications. Le radiologue va nous faire souvent le diagnostic. Pourquoi? Parce que même si on va aller faire une cytoponction, souvent on tombe sur du tissu nécrosé, que ça ne va pas nous apporter grand-chose. Ici, le traitement, soit abstention, si on a des hématomes assez importants, on peut proposer des ponctions de ces derniers. Voilà les différents. Alors, ça peut prendre plusieurs aspects. Ici, c'est une désorganisation architecturale. Voilà. À l'échographie. Ici, aussi, une désorganisation architecturale à la mammographie. Voilà. Ici, c'est une calcification en coque d'œuf. Et merci de votre attention.